Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Charrier, ravi de vous accueillir dans 9e art, le podcast de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Dans chaque épisode, une autrice ou un auteur se raconte, revient sur sa pratique, sa carrière, son actualité, sa vision du 9e art et répond à notre questionnaire de Proust version BD. Je suis artiste visuelle, autrice de bande dessinée, chilienne. Bonjour Antonia Bagnados. Bonjour Mathieu. Et merci d'être avec nous, on est très heureux pour nous présenter ce premier roman graphique que tu publies en France qui s'appelle Anatomie d'un cœur, livre réalisé à la Maison des auteurs de la Cité de la BD, c'est pour ça qu'on est encore plus heureux de le soutenir. Alors d'abord, pour résumer l'histoire, inspiré, je crois d'ailleurs d'une histoire vraie, on va avoir l'occasion d'en parler, d'un vrai personnage. On y suit Aurora, qui est une jeune étudiante en médecine, en chirurgie même, à la fac de médecine de Santiago du Chili. On est à la fin des années 50. Une fac à la culture pour le moins misogyne. Et Aurora va tenter d'y arriver, tout en éprouvant quelques sentiments pour Simon. C'est l'un des insistants, l'un des professeurs, si on peut dire. Comment d'abord t'es venue cette idée, l'idée de ce livre ? Au début, je ne voulais pas faire une histoire d'amour, parce que maintenant c'est plutôt une histoire d'amour, je dirais. Mais au début, je voulais faire un livre qui réfléchissait sur le corps et sur l'apprentissage du corps, spécifiquement sur la dualité de le corps en tant qu'objet d'étude et en tant que personne sensible et des sentiments. Et j'avais cette idée parce que depuis mon enfance, que j'ai entendu mes deux grands-parents paternels de parler et raconter des anecdotes glauques de leurs années d'études avec des corps humains et tout ça. Et quand j'étais enfant, je pensais que c'était un peu drôle, un peu étrange, mais je n'ai pas réfléchi plus que ça parce que quand on est enfant, on ne connaît pas trop du monde. Donc, ça serait après, plus récemment, que j'ai repensé à cette histoire et je pensais qu'il était vraiment étrange et qu'il y avait du matériel intéressant pour penser et pour faire une bande dessinée. Donc, j'ai décidé de parler avec ma grand-mère et faire des recherches sur le sujet. Et pendant cette conversation, elle m'a raconté cette histoire un peu secret qu'elle avait, d'un amour un peu contrarié avec cette assistante professeure un peu. Et ça a duré pendant des décennies. À la fin, il y a une fin tragique. Elle est une personne très sérieuse, très exigeante, très froide, si on peut dire. Mais quand elle m'a raconté ça, elle était très émouvée. Et donc, je l'ai vue dans un côté que je n'ai jamais vu, dans sa fragilité un peu. Et ça m'a touchée un peu, découvrir cette histoire que c'était si important pour elle. Donc c'est l'histoire de ta grand-mère quand même. Oui, très directement. Exactement, c'est l'histoire de ma grand-mère. Mais aussi, il y a des autres histoires que j'avais d'avant et que j'ai un peu mis en place dans la même histoire pour raconter un peu tout. Je disais, c'est l'histoire de ta grand-mère. Et donc, c'était ma question suivante. Le personnage de petite fille qu'on voit au début et à la fin du livre, c'est très inspiré de toi. Oui, exactement. Parce que, au début aussi, je ne voulais pas faire un livre autobiographique ou me mettre à moi-même comme un personnage, mais finalement, c'était la façon la plus directe, la plus honnête de raconter cette histoire et d'avoir une connexion avec ce personnage. Ce qui marque aussi dans le livre, et je le disais quand je faisais le petit résumé, je parlais d'une fac misogyne, c'est justement le côté misogyne dans cette fac dans les années 50. Alors je dis dans cette fac, je pense que c'était le cas dans beaucoup de facs et dans beaucoup de pays du monde, avec notamment l'un des professeurs qui présente les nouvelles étudiantes, qui sont assez peu nombreuses d'ailleurs, comme de la chair fraîche. C'était important pour toi qu'il y ait aussi cette dimension, c'est pas un livre féministe, mais quand même qu'il y ait cette dimension féministe dans le livre, avec des personnages féminins forts, tu en parlais, c'était important ? Oui, c'était important, mais je pense que aussi un peu inévitable
quand on raconte l'histoire d'une femme qui fait son chemin dans un endroit historiquement dominé par les hommes, c'est un peu partie de le contexte. Donc, on doit montrer ça, on doit montrer le machisme, la misogynie. En plus, je pense que c'est un peu inévitable de montrer ta propre identité. Et autant que femme, c'est aussi ma expérience parce que même si aujourd'hui les choses sont différentes, j'ai aussi vécu ces misogynies générales. Et donc ça un peu glisse naturellement dans les récits. Il y a aussi, derrière la misogynie, il y a aussi la question de la différence de classe entre les plus riches et les plus pauvres qui accèdent à ces études-là. C'est vrai, je pensais que c'était une couche assez subtile, en fait, parce que c'est seulement dans quelques conversations, mais je pense aussi que c'était un peu inévitable de le montrer parce que il fait partie du contexte chilien. Parce que Chili, c'est un pays qui a trop d'inégalités sociales. C'est un pays très capitaliste, très néolibéral. Et donc, l'éducation, et spécifiquement l'éducation de qualité, c'est lié au le pouvoir d'achat. Et je pensais aussi à ça parce que pour ma grand-mère, le fait qu'elle a étudié médecine a eu comme conséquence une ascension sociale. Donc, je profite aussi de ces ascensions sociales. Et, par exemple, j'ai eu la chance d'étudier art, que je pense que si je n'avais pas ce privilège, peut-être je n'aurais pensé à étudier des arts. Tu t'es documenté sur une fois que ta grand-mère t'a raconté cette histoire, comment tu t'es documenté sur cette fac de médecine dans les années 50, à quoi elle ressemblait? Est-ce que tu as pris beaucoup de liberté ou est-ce que tu as voulu vraiment la représenter comme elle était à l'époque, à partir de documents d'époque, de photos Bon, j'ai essayé de me documenter le plus que je pouvais. Je parlais trop avec ma grand-mère et en plus, elle m'a montré une publication qui a fait cette faculté. Et pour commémorer, je ne me souviens pas, un anniversaire de les 100 années de la fac, mais cette publication avait des récits autobiographiques des anciens étudiants. Donc, il y avait beaucoup d'informations d'informations sur cette époque. Aussi, j'ai cherché des photos, bien sûr. Et j'ai allé à la faculté de médecine et visité l'Institut d'anatomie, qui aussi apparaît dans les livres. Dans ce moment, j'ai rencontré aussi le personnage qui apparaît dans les livres, qui est un personnage assez excentrique. Il y a aussi la question de la dictature militaire, forcément, qui traverse le livre. Là aussi, j'imagine c'est important pour toi en tant que Chilienne que cette dimension-là apparaisse dans le livre. Oui, c'est important. Mais je pensais au début que je ne parlerais pas de la dictature militaire parce que le livre commence dans les années 50, qui c'est avant de la dictature. Mais après, j'ai découvert que deux des histoires que je voulais montrer, l'histoire de la tête, que c'est une partie du livre, et l'histoire de l'amoureux de la protagoniste, avait une partie assez importante dans cette époque. Et ça aussi m'a donné la chance d'introduire un sujet que je pense que c'est intéressant, que c'est le problème éthique des médecins qui ont collaboré avec les services de renseignement. Et que ça, en faisant de la torture, finalement. Et ça, je pense que fait un écho avec le début du livre, dans le moment que Aurora entre la fac, et il y a le président qui fait un discours en parlant que la connaissance est un pouvoir que doit être utilisé avec l'éthique et tout ça. Ça, je pense que c'est connecté avec le pouvoir qu'il y a un médecin sur le corps humain, la confiance qu'on donne
à ce rôle social qui ont les médecins. Et donc, quand un médecin fait de la torture, c'est une violence plus forte. C'est une violation de la confiance qu'on a donnée socialement à cette personne. On sent quand même dans ton dessin une certaine fascination pour le corps humain, dans la manière de le raconter, de le dessiner. Et on sent, tu le disais un petit peu tout à l'heure, mais que c'est presque le point de départ du livre, d'avoir envie de représenter ce corps humain. Oui, en fait, c'était un peu l'énergie initiale. C'était une fascination pour le corps en tant qu'objet et en tant que personne qui a des sentiments et tout ça. Et j'ai pensé à ça parce que quand j'ai fait mes études de master en Écosse, j'ai visité un musée qui s'appelle Sturgeon's Hall. Et là, il y avait beaucoup d'instruments métalliques et des modèles humains et des vrais corps disséqués. Et des parties du corps, par exemple, il y avait un bras dans lequel le système circulatoire a été rempli par de cire. Et après, on met le bras dans une acide qui ronge tout ce qui n'est pas la cire. Donc, tu vois seulement les veines et les artères et le système circulatoire. Et c'est un peu dégueulasse, mais aussi attirant. Et ça, cet côté dual entre l'attirance et ce qui est dégoûtant, je pense que c'est assez fascinant. Et comment tu as choisi tes couleurs? Parce qu'il y a ce bleu, cette teinte bleutée omniprésente. C'était assez intuitif parce que mes originaux, je les fais dans noir et blanc. En fait, j'utilise seulement l'encre, en fait, le gouache noir. Et après, je voulais avoir deux couleurs et je voulais utiliser dans quelques parties la couleur de la sang, un peu cette couleur rouge sanglant. Et le bleu, c'est une couleur que j'aime bien. Et après, j'ai pensé qu'on peut voir ces couleurs dans des choses médicales. Il y a plusieurs des médicaments qui utilisent cette couleur qui est bleu, un peu vert. Et aussi dans les vêtements des médecins, on utilise aussi cette couleur. Donc, ça me paraissait approprié. Au-delà de ton côté autrice, on va dire, tu es une artiste visuelle au sens large, tu travailles aussi sur les espaces architecturaux, etc., sur les espaces environnementaux. Ça se sent dans le livre, dans la construction des pages, des décors. Toi aussi, tu le sens quand tu es en train de les dessiner, quand tu composes une case ou une page, cette influence-là, tu la sens? Je ne pense pas trop à ça, mais je pense que peut-être on peut le sentir, mais en fait, je voudrais au futur introduire plus de ces éléments parce que quand j'ai commencé à faire la BD, je vraiment voulais me familiariser avec le langage de la BD. Et je sentais que je n'étais pas un expert, mais j'ai un peu mis au côté toute l'autre chose que je faisais dans mon travail en tant qu'artiste visuel pour bien raconter une histoire, pour vraiment penser à les tons, la composition des planches. Mais oui, bien sûr, ça glisse un peu. Alors je le disais, Anatomie d'un cœur, c'est ta première bande dessinée publiée en France et en français. Tu avais aussi publié Al otro, alors je vais essayer de le dire en espagnol, mais mon accent est catastrophique. Al otro lado del vidrio. Oui, ça c'est va bien. J'ai à peu près bien dit. Qu'on pourrait traduire par de l'autre côté du verre. On y suivait l'histoire d'une jeune artiste qui se rend dans une école d'art en Écosse où elle entreprend de créer un aquarium futuriste habité par un axolotl, un petit amphibien mexicain. Elle va d'ailleurs construire avec lui une relation assez troublante qui va l'amener à s'interroger notamment sur le rôle de l'art. Là aussi, est-ce qu'il y avait une dimension autobiographique dans ce livre-là ? Oui, ce livre, c'est vraiment directement autobiographique. Aussi, au début, je ne voulais pas faire un livre autobiographique parce que je pensais que c'était un peu un cliché de faire le livre autobiographique d'un artiste, tout ça. Mais je voulais faire un livre
autour de la étrangeté entre un être humain et un être vivant pas humain. Et aussi toucher la réflexion sur l'art contemporain. Et après, il y avait une autre couche qui c'était un peu plus personnelle, une autre. Et finalement, je me rendis compte que la façon la plus honnête, directe et facile, c'était faire un livre autobiographique. On l'a compris, Edith est née donc au Chili dans les années 90. Comment on découvre justement ce médium bande dessinée au Chili? Comment tu as grandi? Avec quelle BD? Bon, au Chili, il y avait de bandes dessinées quand j'étais petit, plutôt d'aventure. Aussi, on avait les Astérix, le Tintin, par exemple. Donc, je lisais ça quand j'étais enfant. Après, j'ai eu un peu de distance parce que ce n'est pas assez grand quand j'étais jeune. Il n'y avait pas trop de BD plus, je ne sais pas, expérimental ou différent à les BD plutôt pour des enfants. Donc, j'ai redécouvert la BD quand j'étais plus adulte. Après, en fait, de faire mes études et tout ça, je me réintéressée à la BD et j'ai repris le langage pour ça. Et c'est pour ça qu'après tes études à Édimbourg, t'es venu en France? Oui, c'est un peu long de raconter, mais j'étudiais en Écosse avec une bourse chilienne qui avait un peu l'exigence de retourner au Chili. Mais avant de retourner, j'avais 1 an de liberté pour faire ce que je voulais. Et donc, dans cette année, j'ai allé dans quelques résidences artistiques et j'ai allé à une résidence au le sud d'Espagne, et dans laquelle j'ai rencontré 3 animateurs français qui avaient étudié en Angoulême. Donc, ils m'ont raconté sur Angoulême et le monde aussi de la bande dessinée et tout ça. Et je pensais, toutes les personnes que je connais de la bande dessinée, animation, ils sont très gentils, très cool, plus sympas que les personnes de l'art contemporain, qui c'est un milieu un peu snob et un peu élitiste. Donc je pensais, je vais faire une bande dessinée pour vraiment faire partie de le club. C'est comme ça que tu es arrivé à la Maison des Auteurs. Un peu comme ça, oui, parce que dans cette époque, je ne faisais pas de la BD. Je lisais, je admirais un peu, mais je ne faisais pas. Et après, j'ai fait mon premier roman graphique. Et quand je l'ai fini, j'ai pensé, maintenant je peux faire une demande à la Maison des Auteurs. Justement, qu'est-ce que ça t'a apporté, la Maison des Auteurs, dans la création de ce livre Anatomie d'un cœur? Bon, c'était la première fois que j'ai rencontré aussi d'auteurs et autrices de bande dessinée. Et pour moi, c'était vraiment un peu surréaliste d'être dans ce contexte. Et pour moi, ça a aussi fait une validation de les différents processus qu'on peut avoir pour faire une bande dessinée, parce qu'avant, je pensais qu'il y avait une façon correcte de faire une BD et que tout autre, que ce n'était pas la façon la plus traditionnelle, c'était un peu incorrect. Mais ici, je me suis rendu compte qu'il y a plein de façons de le faire et tout peut marcher. Et donc, c'est fascinant de découvrir le travail de toutes les personnes, et aussi, ça m'a donné envie de faire plus bande dessinée. Et justement, il y a beaucoup de bandes dessinées chiliennes aujourd'hui? Oui, je pense que c'est en train de grandir le milieu. Je vois de plus en plus autrices, auteurs. Et aussi, il y a plus de bourses, par exemple, pour la création, que ça n'existait pas avant. Donc, ça forcément aide à grandir le milieu. T'as l'idée de la prochaine BD? Oui, mais c'est un sujet que je veux travailler avec du temps. Donc, pendant que je pense dans l'histoire et toutes les couches et tout ça de l'histoire, je vais faire une collaboration avec qui m'a proposé Sarfakan
aussi mon éditeur avec 2 scénaristes. Donc, c'est une histoire assez intéressante et pour moi, c'est une bonne façon de mieux comprendre plus le langage. Donc, oui. Et donc, en attendant de découvrir ces 2 livres, du coup, on lit Anatomie d'un cœur qui est justement publié chez Sarbacane. C'est le moment, Antonia, où on passe à notre questionnaire de Proust. Version BD, est-ce que tu es prête ? Ok. La première BD que tu as lue ? C'était Mampato, que c'est une BD chilienne des aventures, qui est un enfant qui voyage dans le temps avec un ami qui est un homme préhistorique. Quelle est selon toi la meilleure BD de tous les temps ? Jimmy Corrigan de Chris Ware, je pense. Oui, c'est ma préférée. Pourquoi ? J'ai trop pleuré quand j'ai lu ça. Je pense que le timing, la mise en page, le dessin, tout, c'est vraiment merveilleux et très bien construit. Quelle est selon toi la plus belle couverture de bande dessinée ? C'est vraiment très difficile de répondre à ça, mais je pensais à le Gold Yeti, je ne sais pas comment dire ça, c'est de Joe Kessler qui a publié avec l'association. J'aime trop ça, la couverture de ce livre. La plus belle case de bande dessinée ? Aussi, c'est très, très, très difficile à dire, mais peut-être une case de Maria Medem, une autrice espagnole, qui a un livre qui s'appelle Zénith, que c'est merveilleux, le livre. Est-ce qu'il y a une BD que tu aimes, mais tu as honte de l'avouer ? Peut-être 300 de Frank Miller, parce que ce n'est pas vraiment mon truc. C'est la violence, l'action et tout ça, mais j'aime bien. Ton personnage de BD préféré ? Mafalda, je pense. Oui, que je lisais quand j'étais enfant et jusqu'à aujourd'hui, j'aime bien. Parce que c'est un personnage très complexe, féministe aussi, et c'est assez rare dans l'époque d'avoir un personnage fort féminin. Et aussi, elle a des opinions politiques très intéressantes. Et c'est drôle aussi, c'est vraiment très drôle. Et, bon, tous les personnages, mais surtout Mafalda. Ton personnage de BD détesté ? C'est difficile, mais je pense peut-être la petite chat de Garfield, parce que c'est le seul personnage féminin et c'est vraiment très, très irritante. C'est la seule représentation féminine dans Garfield et c'est horrible. Donc, je pense que ça, ouais. Tu dessines dans le calme ou en musique ? Ça dépend. Quand j'écris, quand je suis en train de faire le storyboard, dans le calme, mais après, quand je suis en train de faire l'ancrage, la musique, oui, ou le podcast. Couleur ou noir et blanc ? Ça dépend vraiment, mais j'aime bien le couleur. Il y a quelque chose dans la perfection de le noir et blanc, mais le couleur peut être très émotionnel, donc peut-être couleur. Et pour finir, est-ce qu'il y a une autrice ou un auteur de BD que tu nous conseillerais et qu'on ne connaîtrait pas forcément ? Je pense peut-être Silky, qu'elle était avec moi dans la maison des auteurs. Elle a publié un livre avec l'association qui s'appelle « Malgré tout, je suis ici ». Je recommande. Eh bien, merci beaucoup, Antonia Bagnados, d'avoir joué le jeu. Merci à vous. Et donc, on lit Anatomie d'un cœur qui est publié aux éditions Sarbacane. Merci. Merci. Bonne journée. 9e art est un podcast produit par la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, réalisation Mathieu Charrier. N'hésitez pas à commenter ces épisodes, à les noter, à en parler autour de vous, c'est très important pour nous.